L'IA allié ou ennemi du climat. Alors comme souvent, les questions sont simples, mais les réponses sont beaucoup plus complexes. Donc je vais demander à mes deux invités aujourd'hui de jouer le jeu dans ce débat, de nourrir les deux réponses autant que possible. Dans quelle mesure est-ce une ennemie et pourquoi ça pourrait être une amie? L'idée est de nous éclairer quand même sur un chemin possible vers une IA frugale, durable, alors qu'on a quand même déjà les méga géants du numérique qui sont emballés dans une course folle. Donc je vous présente mes experts aujourd'hui. Vincent Champin, bonjour. Bonjour. Expert en technologie, impliqué sur la transition climatique de l'industrie au niveau mondial, notamment à travers votre think tank, l'Observatoire du long terme. Vous avez été également directeur du cabinet du secrétaire d'État à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques et au développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, vous êtes membre du comité exécutif du groupe Framatome, bien connu dans le secteur du nucléaire. Et puis avec vous pour ce débat, Tristan Nitto. Bonjour Tristan. Bonjour. Figure de l'Internet libre, je rappelle, cofondateur de Mozilla Europe. Vous êtes aujourd'hui directeur associé du cabinet de conseil Octo Technologies, en charge des communs et de l'anthropocène, à savoir l'impact ou l'empreinte humaine sur la planète, et également animateur d'un podcast sur la technologie et le climat. L'Octévert, c'est ça? Exactement. Alors, peut-être qu'on commence ensemble, Tristan, par préciser, quand on parle de l'impact de l'intelligence artificielle, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce que ça recouvre? Eh bien, ça recouvre tout un cycle de vie. On a tendance à penser à l'utilisation de l'IA et son impact, mais en fait, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait de l'IA, il faut déjà fabriquer des data centers, il faut fabriquer des processeurs, des serveurs, des équipements, des terminaux pour s'en servir, une infrastructure réseau. Et déjà ça, en fait, ça veut dire creuser des mines au Congo, en Amérique du Sud, avec des énormes appareils alimentés au diesel, lever des milliers de tonnes de terre pour en extraire le minerai. Et ça, c'est déjà consommateur d'eau, c'est très polluant, parce que on utilise de l'acide pour séparer les matériaux entre eux. Et donc, en fait, on n'a pas encore de l'IA qu'on a déjà commencé à abîmer profondément et très durablement la planète dans des endroits qui sont loin. C'est l'histoire du numérique, ça aussi. Oui, exactement. Et c'est partout, mais c'est loin des yeux et donc forcément c'est loin du cœur. Ouais. On ne se rend pas compte qu'au Congo c'est dramatique, les pollutions que ça engendre. Et il y a des lacs d'acide chlorhydrique qui vont rester là et puis même s'ils s'évaporent, en fait, la poussière s'en va et elle est toxique. Donc déjà ça, vous voyez, il y a un impact fort bien avant qu'on ait la moindre trace d'IA. Puis ensuite, il faut prendre ces matériaux, ces minerais, les emmener en Chine où ils sont encore raffinés. Ensuite, on fait du matériel, des châssis, des processeurs, etc. Énorme consommation d'eau et de ressources aussi. C'est phénoménal ce que ça consomme de construire des processeurs à Taïwan, où ils ont déjà des problèmes d'eau par ailleurs, des problèmes de sécheresse. Donc ils ne sont pas super copains avec la Chine, donc ils ont des problématiques qui sont liées à leur souveraineté. Est-ce que leur eau, il faut l'utiliser pour faire des processeurs qui rapportent beaucoup d'argent, ou bien faire des rizières qui permettent de nourrir la population, parce que dehors, il y a un géant qui les attend. Et après, ensuite, on fabrique tous ces matériels, on les envoie souvent par avion en Occident, où ils sont utilisés, et là, ils se mettent à consommer énormément d'énergie. Et là, il faut entraîner les IA. Et on n'a pas encore une IA, vous voyez, il faut entraîner l'IA. Ça aussi, énormément consommateur d'énergie. Et après, on s'en sert de cette IA. Et cette IA, alors, c'est quand même de la puissance pour chaque utilisation, mais c'est multiplié par potentiellement des milliards d'internautes. Google veut déployer de l'IA sur 1 milliard d'internautes d'ici la fin de l'année. Donc, chaque utilisation des services de Google consomme de l'IA, consomme de l'énergie, et donc émet des gaz à effet de serre. Tout ça, ça pollue la planète et ça hypothèque le futur du climat. Et sur cette partie, au moins, consommation, est-ce qu'on peut se dire, Vincent, que ça dépendra, enfin, l'impact sur la planète dépendra du type d'énergie qu'on utilise? Alors, évidemment. Évidemment, surtout, mais sur la consommation... Est-ce qu'on est bien parti, alors sur le choix? Alors déjà, sur la consommation, effectivement, un prompt ChatGPT, ça consomme à peu près 3 Wh. C'est l'équivalent d'un demi-expresso. Ouais. Moi, je ne bois pas de café. Donc déjà, chaque journée, j'ai deux prompts gratuits, puisque dans mon impact carbone, je n'utilise pas de café. Et derrière, en fait, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est la loi aussi des grands nombres. C'est-à-dire que si on prend une application...
n'importe quel comportement humain fait par des milliards de personnes, on fait la somme, il y a un footprint carbone qui est important. Et donc effectivement, pour l'améliorer, déjà éviter les actes inutiles. Donc c'est vrai que si l'IA sert uniquement à faire des blagues ou à générer des discours de pot de départ, ça ne vaut pas le coup de brûler autant de carbone. Si ça sert à faire des choses qui économisent l'énergie, ça serait très utile. Et puis ensuite, ça veut dire qu'on porte la responsabilité tout de suite sur l'utilisateur. Non, oui, mais parce que sur le climat, la responsabilité est chez chacun. C'est ma responsabilité de prendre un avion quand c'est strictement nécessaire, de prendre le train et de consommer 100 fois moins de carbone. Mais finalement, ces choix d'usage, quand même, ils se décident aussi déjà à l'origine par l'industrie, par ceux qui fournissent les outils. Alors oui, on va sur le deuxième point, donc que chacun utilise la technologie à bon escient, c'est un point important, et effectivement que la technologie utilise l'énergie la plus décarbonée. Et donc ça, dans les prévisions de l'AIEA, en 2026, on estime que l'intelligence générative, l'IA générative, consommera 90 TWh au niveau mondial. C'est 20% de la production d'électricité française au niveau mondial. Ça implique que chacun fera 12 prompts par jour, alors qu'aujourd'hui, on fait à peu près une recherche Google par jour. Donc ces prévisions ne sont pas sûres. Ce sont celles de l'Agence internationale de l'énergie ? Tout à fait, mais quand on regarde les prévisions, en fait, ils ont poursuivi des courbes, ça nous amène à des niveaux qui ne sont pas forcément réalistes. Oui. Et si cette énergie est décarbonée, l'impact sera beaucoup, beaucoup plus faible. Donc il y a un enjeu d'électrification et de décarbonisation de l'énergie qui est important. Et vous regardez aujourd'hui comment fonctionnent les grands modèles, il y a des vraies différences. Par exemple, Microsoft investit dans l'énergie, y compris l'énergie nucléaire. À l'inverse, Facebook, Meta, le modèle Llama, dans ses conditions d'utilisation, ils excluent les usages nucléaires. Voilà. Donc le premier impact, c'est celui-là. Ça, c'est un impact de 1 à 1000 sur l'impact carbone. Et donc le premier enjeu, c'est effectivement... C'est un choix politique ? Pour moi, c'est pas compréhensible. Enfin, je leur ai posé la question, j'ai pas eu de réponse. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est l'utilisation d'énergie nucléaire pour faire tourner les modèles, ou bien est-ce que c'est utiliser l'IA pour faire plus de nucléaire, pour, par exemple, faire de la recherche sur les bombes nucléaires, des choses comme ça. C'est des problématiques très, très différentes, et je suis pas sûr que... Enfin, j'ai pas lu les conditions de Llama, mais que c'est là-dessus que... Peut-être vous avez le droit de l'alimenter avec de l'énergie nucléaire, comme on le fait souvent en France, mais pas de faire de la recherche nucléaire, ce qui me paraît assez... sain, maladroit, mais bien intentionné. Alors, parmi les chiffres absolument affolants, l'entraînement de ChatGPT, 1,2, vous l'avez dit, TWh d'ici 2026, l'IA consommerait l'équivalent d'1/5 de la production électrique française. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la gabegie ? Il y a dans le monde 1/5 de la France. Ouais, c'est pas les chiffres que j'avais, mais les miens étaient plus pessimistes que ça. Encore plus. Bon, mais voilà. Est-ce qu'on est vraiment dans une gabegie aujourd'hui, selon vous, Tristan ? Non, on est sur le point d'entrer dans la gabegie. C'est pas pareil. Aujourd'hui, l'IA n'est pas réellement déployée massivement. Mais si on regarde les usages, parce que vous pointiez le fait que certains usages sont franchement très futiles et pas nécessaires, est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui en train de se dire, OK, la puissance de l'intelligence artificielle, on va l'utiliser pour des missions finalement importantes qui comptent pour l'humanité ? Alors, vous avez l'impression qu'on a pris ce chemin ? C'est compliqué. Ensuite, alors déjà, il y a plusieurs sortes d'intelligence artificielle. Au départ, l'intelligence artificielle, c'est de la big data, c'est la capacité à traiter des volumes de données phénoménaux. Et ça, on en fait. Et c'est par exemple ce qui a permis de faire les rapports du GIEC, pour étudier le climat. Parce que c'est des données de météo, des historiques énormes, des projections. C'est d'une complexité incroyable. Et c'est cette puissance de calcul qui permet de faire de la data science et de faire ces prévisions. Et ça, il n'y a aucun doute que c'est super important de comprendre le climat si on veut éviter la catastrophe. Donc ça, c'est bien. Il ne faut absolument pas le remettre en cause. Après, l'IA générative, c'est encore un cran plus loin, où en fait, on a fait ingérer à peu près tout ce qu'on a de numérisé, on l'a mis dans des ordinateurs pour qu'ils le traitent, pour qu'il ait un genre de compréhension du monde, enfin une compréhension du texte et des éléments du texte dedans, et des images. Et ça consomme encore plus. Et la vraie question, comme vous le disiez, c'était
à quoi ça sert ? Moi, j'ai vu récemment une BD qui m'a beaucoup amusé et catastrophé en même temps, où on voit un personnage qui dit « Regarde, là, je tape juste une phrase et grâce à l'IA, ça se transforme en un long mail que je peux prétendre avoir écrit. » Et à l'inverse, celui qui reçoit fait « Oh, ce long mail que j'ai pas le temps de le lire, Dieu merci, l'IA va me le résumer en une phrase qui va être forcément moins bonne que la phrase de départ. Ouais. » Donc en fait, on a deux usages de l'IA qui sont parfaitement futiles juste pour faire semblant de respecter des conventions sociales. J'ai pris le temps d'écrire un long mail pour vous. C'est aussi l'arrivée de nouveaux outils numériques qui vont nous faciliter la vie, peut-être permettre plus de productivité dans les entreprises. Est-ce que tout ça doit être remis en question ? C'est la promesse. Je voulais vous faire réagir à ce qu'a dit Gilles Babinet, donc du Conseil national du numérique. Il demande en fait à ce qu'on puisse faire en sorte que les atteintes à l'environnement ne soient plus gratuites, que toute forme d'émission de gaz à effet de serre ait un prix afin que l'IA soit orientée vers les usages favorables à l'objectif climatique. Est-ce que vous pensez qu'on doit vraiment orienter le type d'usage aujourd'hui de l'IA ? Moi, je pense qu'il n'y a même pas d'autre choix. C'est-à-dire que si on veut réussir le défi climatique, il faut mettre un prix au carbone et ensuite s'interdire d'aller regarder la vie des autres. En fait, si on y réfléchit, la civilisation, c'est essentiellement des choses qui dépassent le fait de se nourrir, de se protéger et de se reproduire. Donc la civilisation, c'est du gaspillage. Oui. Et chacun gaspille, chacun utilise de l'énergie. Ce qui est important, c'est de le faire le moins possible, de décarboner cette énergie, mais de laisser les gens faire leur choix. Une merguez au barbecue, ça fait 1 kilomètre de taxi. Au nom de quoi ceux qui utilisent des taxis et qui ne font pas de barbecue vont critiquer ceux qui font des barbecues et n'utilisent pas de taxi. Ce qui est important, à la fin, c'est le nombre de tonnes de CO2. Et pour ça, il faut électrifier, décarboner la production électrique et laisser les gens de leur choix, mais leur permettre d'avoir la bonne information, d'où la transparence de comment est faite l'énergie des modèles d'IA, pour qu'ensuite ils puissent faire des choix qui soient informés et tout en continuant à pouvoir se distraire, aller voir des amis d'une façon qui soit raisonnable en termes d'émissions carbone. Je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Si on veut rester sous les 1,5 degrés de l'accord de Paris en termes de réchauffement, il faut descendre à 2 tonnes de CO2 équivalent par personne en moyenne globale. On a quand même l'impression que les géants du numérique s'éloignent là de leurs engagements de neutralité carbone. Clairement. Ouais. Google et c'est Microsoft, les deux ont annoncé qu'ils voulaient aller vers du zéro carbone 2030. En net zéro et en fait ils ne sont pas du tout. Ça a commencé à baisser, pas aussi vite que ça devrait, et là ça vient de refaire un bond énorme à cause de l'IA. Parce que ça consomme. Je ne sais pas si vous avez visité un data center où il y a des GPU qui tournent, donc ces processeurs spécifiques pour faire tourner de l'IA. En fait, on le sent physiquement et on l'entend. On a, malgré les bouchons d'oreilles qu'on vous met à l'entrée parce que ça fait beaucoup de bruit, on entend ces GPU qui tournent à fond avec les ventilateurs qui essayent de les refroidir. La chaleur est encore plus forte à ces endroits-là. Et donc, la consommation électrique se compte en milliers d'euros. Et par-dessus, en fait, on leur met une carapace avec de l'air conditionné pour refroidir tout ça. Donc, ils consomment encore plus d'électricité. Alors, il y a des nouveaux systèmes de refroidissement dans les data centers qui sont plus vertueux aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt de ces géants du numérique de faire des économies d'énergie. Donc ça peut rendre un peu plus optimiste peut-être. Alors, si on regarde les solutions et qu'on les prend dans l'ordre, c'est décarboner l'électricité. Là, on fait tomber massivement le footprint carbone. 2, améliorer les GPU. Le passage de la nouvelle génération de NVIDIA à l'ancienne, c'est multiplié par 15 fois la vitesse et on divise par 2 l'impact carbone. 3, l'efficacité des modèles. ChatGPT 3,5, il tournait sur un serveur. Mistral, 8 milliards de paramètres, qui est à peu près comparable, il tourne sur un gros PC scientifique. Et le modèle Phi 3, qui est sorti en avril 2024, il tourne sur un smartphone pour à peu près la même performance. Et puis ensuite, derrière, il y a des niveaux, mais là, ça concerne toute l'industrie technologique. C'est en fait que les gens se posent la question, dans leur architecture informatique et dans leur développement, de l'efficacité énergétique de ce qu'ils font. Et jusqu'à présent, l'industrie informatique, elle avait un objectif, c'était d'économiser le temps développeur. D'où des langages qui étaient peu efficaces en termes d'énergie, mais très rapides pour les développeurs, typiquement Python. D'où la réutilisation de composantes logicielles pour faire des ensembles qui ne sont pas totalement efficaces, mais qui font gagner un temps fou aux développeurs. Et donc, si on commence à dire à cette industrie, attention,
l'heure du développeur a un prix, mais le coût de la tonne de CO2 en a un aussi, ils feront les choses très très différemment. Donc c'est très important aussi que cette mutation se fasse, mais elle n'est pas propre à l'IA. Elle concerne l'ensemble de l'industrie technologique et l'ensemble de l'industrie d'ailleurs au sens large. Avec une part de responsabilité du côté du régulateur, si je vous entends bien. Moi, ma question, c'est, OK, donc aujourd'hui, on sait optimiser, on sait consommer moins d'énergie, mais quand on voit la promesse, en fait, de la montée, de la mise à l'échelle de l'IA en termes d'usage, en termes de puissance recherchée aujourd'hui par les OpenAI, par Google, par tous ceux qui veulent s'emparer de ce marché. On nous dit qu'ils vont avoir besoin de centaines de milliards de dollars d'investissement. Mais alors, en termes d'énergie, ça va être également phénoménal. Où est-ce qu'on va la trouver, cette énergie? Est-ce qu'on est capable de la trouver? Sam Altman, il est déjà en train de nous dire qu'il faut inventer la fusion nucléaire, que ça va bientôt arriver. En fait, c'est au moins 60 ans d'attente. Oui. Mais il dit qu'il faut que ça se passe parce qu'on aura une énergie gratuite qui nous permettra de faire tout ce qu'on veut et de faire tourner de l'IA. Alors déjà, je pense qu'il faut qu'il arrête la drogue, parce que c'est pas tout de suite que ça va arriver. Et ensuite, mon inquiétude franche, c'est que le jour où on a une énergie illimitée, on va accélérer la destruction de la planète en consommant encore plus. Et on n'a pas résolu... c'est pas juste un problème d'énergie, c'est aussi un problème de limite planétaire. Et consommer plus de minerais, retourner plus de terre, détruire plus de vie et de vivants et de la biodiversité, ça va ne faire qu'accélérer nos problèmes plutôt que les résoudre. Mais ce n'est pas un problème d'énergie, c'est un problème de carbone. Merci beaucoup Vincent Champin, membre du comité exécutif du groupe Framatome, Tristan Nitto, directeur associé d'Octotechnologies en charge des communs et de l'Anthropocène, d'avoir permis de nous éclairer sur ce sujet. Allez, à suivre, on a rendez-vous avec les cryptos.